Et puisque c'est bientôt Noël, on évoque pour finir ce journal les traditionnelles décorations. Et en la matière, à Tourcoing, il y a bien une maison qui surpasse toutes les autres, celle de Damien Liagre, qui décore sa maison tout seul depuis plus d'une dizaine d'années. Il fabrique en effet tout par lui-même et utilise des éléments de son jardin, comme par exemple le toboggan de ses enfants qu'il transforme en piste de ski, ou encore un chalet fait entièrement de palettes en bois. Tout est fait made in Damien et c'est cela qui le rend le plus fier. Il fait tout cela par passion des fêtes de Noël et pour égayer sa maison pour sa famille et pour ses voisins. Présentation des lieux avec Damien Liagre, rencontré par Médéric Pirquière. Il revient notamment sur l'histoire de ces décorations et puis sur la consommation d'énergie forcément de toutes ces décorations. Cette passion nous est venue par un voisin d'en face qui avait décoré sa maison. Puis on a mis le doigt dans l'engrenage et puis bon, on en est là aujourd'hui. La consommation, je ne saurais pas dire vraiment, mais pour l'instant le compteur ne saute pas. Et puis les maîtres, c'est des dizaines de guirlandes mis bout à bout qui permettent de garnir tout le jardin. Et on termine cette édition avec une idée de sortie. Si vous voulez être sûr de passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action, alors réservez votre 18 décembre au Prestige Palace à Lille. Un spectacle à couper le souffle vous attend le midi, je précise, avec sur scène un troupe de danseurs, chanteurs et magiciens. Tous les bénéfices de ce spectacle seront reversés à l'Ud'Hôpital, une association qui œuvre pour améliorer le séjour des enfants hospitalisés en leur apportant des jouets. Une tradition que le nouveau maître des lieux, Patrick Lavigne, a souhaité mettre en place. Sachez que chaque année, une association différente sera choisie. Un joli spectacle pour passer un agréable moment et redonner le sourire aux enfants malades. Dans le reste de l'actualité du week-end, on revient maintenant sur la 23e édition du tournoi de basket de la Jeune Garde de Tourcoing. Un tournoi international de jeunes joueurs âgés de moins de 23 ans est venu notamment des États-Unis, de Russie, d'Espagne ou encore de Lituanie. 8 nations en tout étaient représentées, notamment la France, la Belgique, avec une sélection franco-belge en fait de l'Eurométropole et des clubs de la métropole lilloise, Courtrai et Tournai. Les jeunes nordistes ont terminé 7e sur 8 d'une compétition particulièrement relevée cette année. Sur le podium, on retrouve la Serbie, l'Espagne, les États-Unis. La finale a été notamment très relevée entre Espagnols et Américains, deux grandes nations du basket qui se sont battues jusqu'au bout lors de cette finale de rêve selon l'organisateur avec, vous le voyez, les Américains qui ont remporté le tournoi. Écoutez, l'organisateur Jean-Marie Tess, très satisfait de la réussite de ce tournoi qui a encore attiré beaucoup de monde tout au long du week-end à Tourcoing. On l'écoute hier lors de la finale au micro de Médéric Pirquière. C'est une réussite pour la région, mais surtout pour la ville de Tourcoing. Hier après-midi, dimanche après-midi, nous étions pratiquement 2000 dans ce complexe. Aujourd'hui, on est plus ou moins 3000. D'ailleurs, on peut le voir, les tribunes sont pleines. C'est génial, c'est formidable. Pour des moments de convivialité, de bonheur, tout ça autour du basket et de grands shows médiatiques. Vous me parlez d'animation, c'est vrai. Il y a le basket, 20 matchs de basket non-stop sur 3 jours, mais aussi beaucoup d'animations qui gravitent autour du ballon orange. Et à droite, également au siège de la Fédération UMP du Nord, rue Solferino à Lille, plusieurs dizaines de sympathisants et de militants ont exprimé leur joie à 20h de voir Nicolas Sarkozy se qualifier pour le second tour. Ils ont notamment entamé la Marseillaise après l'annonce des résultats. Des leaders régionaux du parti comme Marc-Philippe Daubresse ou Bernard Gérard étaient présents autour des militants. La plupart confiants pour le second tour après quelques calculs de report des voix. Pour ces militants, la campagne va maintenant reprendre de plus belle avec 2 nouvelles semaines de porte-à-porte et de tractage pour soutenir leur candidat avant le deuxième tour du 6 mai. Réaction de Marc-Philippe Daubresse, le député maire de Lambersart et secrétaire régional du parti, au micro de notre journaliste quant au challenge qui attend les militants pour ces 2 semaines entre le tour. Le challenge, c'est de récupérer les électeurs qui ont 2 sujets de préoccupation majeure. 1, comment peut-on sortir de cette crise et éviter la désindustrialisation de la France? Il y en a, c'est vrai, qui ont voté Front National au premier tour. Et plus dans le Nord et dans le Pas-de-Calais qu'ailleurs, c'est vrai. Et de l'autre côté centriste, c'est quelle est la bonne méthode pour nous désendetter? Est-ce que c'est de dépenser plus, comme veut faire M. Hollande, et de faire donc plus d'impôts, ou est-ce que c'est de dépenser moins, et donc de ne pas faire d'impôts en plus? Voilà les 2 débats qui seront au cœur du second tour. Dans le reste de l'actualité, en ce vendredi dans la métropole lilloise, on revient maintenant sur cette polémique entre une enseignante et le député du Nord, Sébastien Huyghe, il y a près d'un an pour exprimer son ras-le-bol des conditions de travail et des réformes de l'éducation nationale. Karine, 53 ans et agrégée d'allemand à Gondecourt, écrit une lettre satirique et plutôt corsée au député du Nord, en provoquant ouvertement le gouvernement et Nicolas Sarkozy. Selon elle, si le ton de la lettre est plutôt rude, elle ne fait qu'y laisser le fond de sa pensée et souhaite ainsi interpeller son élu. Mais Sébastien Huyghe, qui ne tient pas à se laisser
menacé, insulté, transmet la lettre au rectorat et Karine se retrouve plus tard mise à pied pour 15 jours avec suspension de salaire d'un demi-mois. Soutenue par des centaines de collègues dans l'éducation nationale, Karine n'a toujours pas digéré cette sanction aujourd'hui. Écoutez les explications du député du Nord, il nous donne sa version des faits au micro de Macha Grunessen. Je me fiche complètement de la décision qui a été prise par le rectorat. Je sais qu'elle est passée en conseil de discipline, je sais qu'une sanction a été donnée, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, mais ce sont les gens dont c'est la compétence, c'est-à-dire le rectorat, le conseil de discipline, qui ont pris la décision en leur âme et conscience. Tout ce que moi j'ai fait, c'est faire en sorte que le service public de l'éducation nationale continue à bien fonctionner et qu'on vérifie qu'un professeur fait convenablement son travail. On termine ce journal pour tous les jeunes fans des experts NCIS ou autres séries télévisées scientifiques. La gendarmerie expose en effet ses techniques d'enquête à la Maison du Citoyen de l'Homme actuellement. 3 salles d'exposition sont proposées. Une scène de crime reconstituée, une salle pleine d'indices à remettre bout à bout pour élucider le meurtre. Et enfin une dernière salle à vocation pédagogique pour rappeler les infractions en rapport avec le quotidien des plus jeunes. L'exposition est d'abord ouverte aux scolaires durant la semaine mais également à tous le week-end de 9h à midi et de 14h à 17h. Maison du Citoyen de l'Homme. Présentation de cette expo avec le capitaine Évrard, officier de communication de la gendarmerie, au micro de Médéric Pirker. Le public cible, ça a été quelques classes de primaire, mais en majorité des collégiens, qui ont été très réceptifs. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent sur cette scène ici, effectivement, ils sont un petit peu apeurés parce que bon, c'est une scène qui est identique à ce qu'on pourrait retrouver dans la réalité. Et ensuite, les questions fusent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet objet? Qu'est-ce qu'avec cet objet? Voilà, c'est plus comme ça. Maintenant, ils ne sont pas encore vraiment tout à fait appropriés cette exposition. L'exposition va être suivie d'un petit questionnaire qu'on va leur fournir et on va voir s'ils ont bien assimilé. J-24 avant le premier tour des présidentielles qui se tiendra le 22 avril. Pour tous ceux et celles qui ne pourront pas se déplacer pour glisser leur bulletin de vote dans l'urne, sachez qu'il y a le vote par procuration. L'idée est de vous faire représenter par un autre électeur. Pour cela, il faut vous rendre au commissariat de votre ville pour remplir un formulaire. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Néanmoins, notez que la personne que vous aurez choisie doit être inscrite dans la même commune que vous. Pour ceux dont l'état de santé ne leur permet pas de se déplacer, une procédure particulière est mise en place. Quelques explications au micro de Médéric Pirker. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des personnes qui sont à domicile, qui sont dans l'incapacité de sortir pour aller au commissariat. À ce moment-là, eh bien, il faut prévenir le commissariat et il envoie quelqu'un à domicile pour faire la procuration à domicile. De même que pour les patients hospitalisés, il y a une démarche qui se fait pour les patients hospitalisés aussi. Donc on peut demander au commissariat de se déplacer, bien sûr pour des raisons valables, quand on est effectivement personne handicapée ou en grosse pathologie. Un Français sur 3 déclare avoir des troubles du sommeil et 1 sur 5 est concerné par l'insomnie chronique. En cette journée consacrée au sommeil, nous avons pris la direction de l'hôpital de la Louvière à la Madeleine. L'objectif de cette opération est de sensibiliser le grand public sur l'importance de passer de bonnes nuits, car un manque de sommeil a des conséquences sur le physique et l'intellectuel. Pour retrouver des nuits calmes, le docteur Gentina nous donne quelques conseils. On l'écoute au micro de Médéric Pirker. Il faut préparer son sommeil, c'est-à-dire éviter toutes les activités qui vous stimulent le soir quand vous allez vous coucher. Donc éviter les activités physiques et sportives tard le soir, même si on a montré récemment que faire du sport, ça permet d'améliorer globalement la qualité de sommeil, mais pas trop tard. Il faut éviter tous les excitants, café, tabac, alcool, avant d'aller s'endormir bien sûr. Il faut essayer d'éviter toutes les stimulations lumineuses, telles que la télévision, l'ordinateur. L'actualité a également été marquée par un braquage à Lille. La Poste de l'Opéra a été le théâtre d'un vol à main armée. Un homme s'est présenté ce matin avec une arme de poing. Il est reparti avec un maigre butin à hauteur de 148 €. Le braqueur n'est pas allé bien loin. Un des clients qui a assisté à la scène a suivi l'individu, ce qui a permis à la police de l'arrêter rapidement. La Poste de l'Opéra a fermé ses portes pour la journée.
5, c'est le nombre de braquages qui ont lieu ce week-end dans la métropole. À la veille des fêtes, les autorités observent une recrudescence des hold-up. Souvenez-vous, nous parlions hier sur notre antenne du vol de bijoux en plein Vieux-Lille en fin d'après-midi. Et bien la même journée, une autre bijouterie a été braquée vers 10h, rue de la Clé à Lille. La veille, c'était un bar-tabac au Bourdin, une boulangerie à Roubaix et un café à Croix. Des malfaiteurs qui entrent dans les commerces, menacent les employés et s'enfuient une fois le butin récupéré. Des casses qui ont lieu en période de pointe et en pleine journée. Écoutez l'une des victimes, le gérant de Sohor, au micro de Médéric Pirker. J'avoue que j'étais persuadé qu'ici il y avait peu de risques de vol, étant donné le monde qu'il y a dans la rue, et notamment le samedi après-midi et samedi soir, au moment où ça s'est passé. Mais en fait, c'est parce que justement, je pense qu'il y avait beaucoup de monde et il s'est dit qu'en fait, il pourrait se fendre dans la foule et passer inaperçu. La saison des carnavals se termine. Hier, en fin d'après-midi, des étudiants d'Infocom se sont retrouvés pour un défilé dans les rues de Roubaix. Pour cette toute première édition, seule une petite trentaine de participations sur les 10 000 étudiants de la ville s'étaient déplacés. 2 chars, mais une ambiance électrique. Le cortège est parti du parc Barbieux pour rejoindre la salle Ouatremet afin de poursuivre la fête avec une belle soirée. La plupart des étudiants avaient joué le jeu et sorti leur plus beau déguisement. Alors justement, je vous propose d'écouter quelques-uns des participants au micro de nos reporters, David Rivière et Médéric Pirker. C'est l'occasion là à Roubaix pour le carnaval étudiant, montrer aussi que c'est une ville étudiante, donc je pense que c'est vraiment un bel événement pour ça, festif, et vraiment montrer que la ville est étudiante, c'est important. C'est l'occasion pour tout le monde de se rencontrer à travers un événement et je pense que c'est ultra important pour fédérer quoi. Ça fait bouger la ville et puis c'est bien quoi, c'est cool. On espère qu'après ça va être quelque chose d'encore plus gros. C'est la première année mais c'est une très bonne initiative. Oui, beaucoup. C'est super sympa. Avec cette ambiance-là, je reviens l'année prochaine. Notre baseline, c'est de dire que nous sommes les architectes de l'imaginaire. Je pense que ça désigne bien ce que fait Chrysalide, parce qu'on est avant tout des designers, des créateurs. Notre travail propre, c'est innover tout le temps chercher des nouvelles formes pour pouvoir, vous, les particuliers, vous les approprier, mais également les entreprises. On a plein de projets et c'est vrai que souvent je dis que Chrysalide est la société un peu des miracles parce qu'on a beaucoup de solutions. Yanka est une institution lilloise qui a été maintenant reprise il y a 4 ans par Madame Delphine Magri et qui propose donc toute une offre de traiteurs aux entreprises comme aux particuliers. Et on recherche aussi actuellement, donc ça c'est l'actualité, un site, un lieu où peut-être atypique, où on pourrait pour recevoir nos clients, pour faire donc justement un lieu où on peut faire des réceptions. La société Aprilis est une société d'événementiel basée à Lille depuis 11 ans. On fait tout ce qui est séminaires et conventions pour les entreprises et énormément de voyages d'affaires en France et à l'étranger. Depuis quelques mois, on s'est un peu raccroché aux Jeux Olympiques qui ont lieu à Londres cet été et on vend beaucoup de voyages d'affaires sur Londres, des séminaires qu'on agrémente par des visites du site olympique, on crée des team building sur différents thèmes dans le centre de Londres.
On vient de lancer la semaine dernière, jeudi et vendredi dernier, un nouveau véhicule industriel, le nouvel Actros. On a emmené 80 clients en région parisienne sur le site de lancement à Satori pour leur faire découvrir le véhicule. Le premier véhicule va arriver dans notre concession, dans notre garage d'ici 15 jours et on va commencer la commercialisation de ce véhicule donc dans la foulée avant la fin de l'année et effectuer nos premières démonstrations chez les clients. Mon entreprise, c'est entreprise Porquet. Nous sommes dans la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sécurité, c'est-à-dire le contrôle d'accès, la serrure, les portes blindées, les coffres forts, sur toute la métropole. Nous avons énormément de travail parce que nous sommes une entreprise depuis 30 ans. Le chiffre d'affaires augmente tous les ans. Donc, et le bénéfice se suit aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir que du chiffre d'affaires, il faut aussi avoir du bénéfice pour que l'entreprise puisse continuer. Et normalement, mon fils reprend l'entreprise prochainement. C'est une société que j'ai reprise il y a 10 ans. La société existe depuis 25 ans. Elle s'est spécialisée dans le colisage de support marketing, de support de publicité. On essaye de faire de la prestation et du service plus au-delà de simplement faire du colis. Faire du colis, je dis toujours, tout le monde sait en faire. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut se dire, la personne qui va recevoir le colis, comment elle va le recevoir, comment elle veut le recevoir, est-ce qu'elle va comprendre que c'est pour telle opération, est-ce qu'elle va comprendre ce qu'il y a dans son carton. Il faut essayer de se mettre à la place du client final, qui est le client consommateur dans le magasin. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait en sorte que, d'une part, les entreprises de pompes funèbres doivent s'équiper de salons funéraires pour permettre le recueillement des familles auprès de leurs défunts. D'autre part aussi, on a un nouveau phénomène qui se développe de plus en plus sur le territoire national et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, on a un phénomène sur l'évolution de la crémation qui est aujourd'hui atteint à peu près 50% sur la métropole lilloise. Ces structures qui sont quand même financièrement très lourdes sont supportées aujourd'hui par la communauté urbaine de Lille. Hier, on vous parlait des arnaques en tout genre qui sont à la hausse en cette fin d'année. Si vous surfez sur le net, notamment sur des sites de streaming qui permettent de lire des contenus vidéo sans les télécharger, redoublez de vigilance car depuis quelques jours maintenant, certains internautes sont la proie d'escrocs. En naviguant sur ces sites, apparaît subitement sur l'écran une page avec un logo de la gendarmerie nationale indiquant que l'ordinateur est bloqué pour violation de la loi. Pour en reprendre le contrôle, il faut s'acquitter d'une amende de 200 €. Eh bien, sachez que ce n'est pas une mise en garde officielle, mais bel et bien un virus. Description au micro de Médéric Pirker. On voit effectivement deux logos essentiels, un qui représente la République française et le logo de la gendarmerie qui est un vrai logo de la gendarmerie, donc qui a dû être récupéré. Les infractions qui étaient reprochées aux gens sont de la pédopornographie, le spam, l'utilisation de logiciels avec des infractions au droit d'auteur et également le partage de fichiers peer-to-peer, tout ce qui est multimédia. Et le but était d'obtenir en contrepartie le règlement d'une somme de 200 €. Santé à présent dans ce journal, une journée de dépistage des cancers était organisée hier à Roubaix car aujourd'hui encore les différents types de cancers tuent des milliers de personnes chaque année en France. La journée était ainsi découpée en deux temps, hier la matinée à destination des professionnels et l'après-midi pour le grand public. De nombreux acteurs de la lutte contre la maladie et du dépistage étaient présents ainsi que des humoristes pour dédramatiser le cancer colorectal et son dépistage. Le fameux côlon géant était également présent pour présenter de manière ludique les symptômes du cancer. Pour le cancer du sein et du côlon rectal, le dépistage est gratuit tous les 2 ans pour les personnes âgées de 50 à 74 ans. Mais la région est toujours à la traîne par rapport au plan national quant à ces dépistages. Explication complémentaire avec Emmanuel Puste de la CPAM. Plus un cancer est détecté tôt, mieux il se soigne et moins les conséquences sur la vie future seront importantes. Donc où se faire dépister, il faut contacter la DCN. C'est une association départementale qui se charge d'envoyer les invitations. Pour les besoins d'accompagnement, de renseignement, il y a toute une série de structures vers lesquelles les usagers peuvent se retourner, que ce soit des services prévention, au niveau des mairies, au niveau du Conseil général du Nord, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, ou même des structures dans des centres hospitaliers comme les Air Cancer, qui seront capables de les guider. On termine ce journal avec une nouvelle expo au musée de Tourcoing, le MUBA Eugène Leroy. Et jusqu'au 11 juin, en fait, 2 expositions temporaires et de nouvelles œuvres viennent s'ajouter aux collections permanentes du musée. La première de ces expos temporaires présente 200 gravures et une dizaine de sculptures de Marcus Retz qui posent
ici la question du regard et de la perception. La deuxième rassemble les dessins d'Yanis Xenakis, une artiste qui recrée le processus de création musicale d'un compositeur en utilisant les mathématiques et l'architecture. Quant à la nouvelle œuvre présentée, il s'agit d'une création visuelle et sonore réalisée par plusieurs acteurs de théâtre en parallèle de leur théâtre et leur spectacle au Théâtre du Nord en mai prochain. Explication avec Evelyne Dorothée Allemand, directrice du MUBA de Tourcoing. Je crois que c'est la première fois que 3 expositions en fait présentent vraiment la synthèse de la philosophie du musée, où c'est le regard qui prime, le regard du spectateur, le regard du visiteur qui est important, non pas un visiteur qui a un bagage d'histoire de l'art, mais un visiteur avec son regard, avec sa sensibilité, sa mémoire. Et nous avons donc, on peut dire aussi comme maître mot, la question du regard appliqué à la question de la ligne, du dessin, le dessin de la pensée, la ligne de la pensée. L'arrivée des beaux jours n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Samedi qui vient, les sans domicile fixe et les personnes qui ont été expulsées de leur logement dormiront dehors. Les 705 places d'hébergement d'urgence vont donc fermer. Les associations montent donc au créneau et demandent un accueil tout au long de l'année. Dans le Nord, depuis le 15 mars, date qui marque la fin de la trêve hivernale, 75 recours du droit à l'hébergement opposable ont été déposés auprès des services de l'État. Et cet après-midi, les représentants des associations se sont réunis. Ils ont déposé ensemble 56 dossiers à la cité administrative de Lille. Une action symbolique qu'a suivi pour nous Médéric Pirker. Notre journaliste a également rencontré sur son chemin Richard. Il a 40 ans. Il est hébergé par l'Armée du Salut depuis 1 an et demi. On rencontre tous les jours des personnes qui sont soit là la nuit, uniquement la nuit pour 1 ou 2 jours, une ou 2 nuits, et qui du jour au lendemain sont mis dehors des structures parce que la structure ne peut plus les garder. Ces personnes se sentent abandonnés. Beaucoup aujourd'hui, de par leur situation, on arrive à soit devenir, à être addict, soit à l'alcool, soit à la drogue. On en rencontre aujourd'hui beaucoup dans la rue qui ont perdu l'espoir d'avoir un hébergement. Le 11 mars 2011, il y a tout juste 1 an, la Terre tremblait violemment au Japon, entraînant la catastrophe que l'on sait, catastrophe nucléaire notamment. 1 an après, nous avons rencontré une japonaise installée à Lille. Fumiko Tsuji est professeure de japonais au lycée Montebello depuis 4 ans et vit en France depuis 11 ans. Chaque année, elle retourne près de sa famille durant l'été entre Osaka et Kyoto et s'apprête d'ailleurs à y retourner très prochainement, dans 2 semaines. Aujourd'hui, selon elle, pas mal de choses ont changé au Japon et notamment la vie de la population quant au nucléaire, désormais très sceptique face à cette énergie. Écoutez ses explications, son témoignage au micro de Médéric Pirker. Ce qui a changé, c'est que, petite chose, dans le journal, il y a toujours le nombre de morts sur la première page. Et aussi à l'école, on a commencé à augmenter augmenter le nombre d'entraînements, de fuites au cas de tremblement de terre. Mais mes parents n'avaient pas d'avis, par exemple, pour contre le nucléaire, mais ils ont pris l'avis contre après la catastrophe. On enchaîne dans ce journal avec le phénomène intouchable au cinéma. Le film devrait certainement dépasser prochainement les 10 millions d'entrées pour ce qui sera sans doute la comédie de l'année. Ce film pose également la question du handicap et de l'accès des personnes à mobilité réduite dans les cinémas. Alors qu'en est-il dans les complexes de la métropole lilloise? Nous sommes allés à l'UGC de Villeneuve d'Ascq pour en savoir plus. Et ici, tout est fait pour accueillir sans difficulté les personnes handicapées avec des places de parking réservées, des rampes d'accès et des ascenseurs. Les cinémas n'ont donc, semble-t-il, pas attendu le succès du film Intouchable pour se mettre à l'accessibilité pour tous, et c'est tant mieux. Écoutez les avis de ces utilisatrices au micro d'Élodie Bernachon. Il y a tout à proximité, c'est vrai qu'on a pris l'ascenseur, parce qu'on s'est trompé pour sortir, quoi, mais autrement, apparemment, c'est bien, quoi. On a été reçus tout de suite, on n'a pas fait la queue, c'était impeccable, impeccable. Bon, il suffit de demander, mais bon, on ne s'est pas renseigné pour ressortir, quoi, voilà. C'est tout, même on le saura pour la prochaine fois, en fait. Oui, parce qu'elle ne sait pas très bien monter, surtout descendre. Monter, ça va, mais descendre, ça lui pose un problème.
Pour mieux comprendre la justice française et son fonctionnement, le procureur de Lille, Frédéric Lefebvre, a investi un collège de Rouen qui a éclairé les élèves sur son métier et son rôle au sein d'une instruction. Il a insisté sur le fait que les séries télévisées sont bien loin de la réalité et a aussi évoqué les conséquences pour les délits de drogue et de vol. L'occasion pour nous d'aborder avec lui l'affaire Carlton. Frédéric Lefebvre n'a pas failli à son rôle de procureur et a respecté le secret de l'instruction. Je ne viens pas parler de l'affaire Carlton qui est couverte par le secret de l'instruction, je viens parler du fonctionnement de la justice en France. Donc vous n'allez pas parler du dépaysement? Je ne vais pas parler du dépaysement. Vous n'en parlerez pas aux médias non plus? Pas plus. Autre actualité brûlante ces jours-ci, l'annonce récente du gouvernement portugais de fermer prochainement son consulat de Lille le 13 janvier prochain exactement. Et comme beaucoup d'États européens, le Portugal doit faire des économies et tape ainsi sur ses petits consulats. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, près de 45 000 Portugais sont concernés avec environ 20 à 30 personnes à se rendre chaque jour au consulat de Lille. Mais c'est encore trop peu pour le gouvernement de Lisbonne qui a également décidé de fermer celui de Nantes. Les Portugais de la région pourront néanmoins être accueillis dans une association à Roubaix qui prendrait le relais de la Casa de Portugal, une permanence qui sera donc ouverte 1 à 2 fois par mois selon la fréquentation. Écoutez, les Portugais rencontrés hier soir par Médéric Pirker, ils sont assez partagés quant à cette fermeture. Écoutez notamment cette employée, elle comprend la décision de son pays. Je donne un peu raison au ministère des Affaires étrangères parce que selon la crise qu'il y a au Portugal, il faut absolument qu'il récupère de l'argent. Et les gens n'ont plus besoin du consulat puisque les nouvelles générations, ils ont tous la nationalité française. Alors, ici en France, ils ont la nationalité française, pas besoin de documents portugais. Et on entame tout d'abord cette édition avec le conseil municipal de Ouascal. Hier soir, très attendu après la publication ce week-end d'un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes mettant en cause la gestion de la commune et certaines pratiques douteuses du maire Gérard Vignoble. Le centriste au pouvoir depuis plus de 30 ans à Ouascal était donc très attendu notamment par l'opposition afin qu'il s'explique sur ce rapport et sur certains frais de représentation octroyés. Mais Gérard Vignoble est resté inflexible en défiant même les membres de l'opposition qui de leur côté ont réagi en demandant tout simplement aux habitants de Ouascal de porter plainte contre le maire pour détournement de fonds publics. Vous imaginez donc l'ambiance au sein du conseil municipal hier soir à Ouascal où était pour Grand Lille TV Tanguy Lécluse et il a bien évidemment interrogé Gérard Vignoble quant à ce rapport. Je vous propose donc d'écouter le maire de Ouascal. Respect, sérénité et puis comme j'ai dit à la fin de la réunion, vive 2014, vive le projet et vive, je n'ai qu'une seule envie, c'est de tous ces délateurs de leur botter le cul. Allez, on termine maintenant ce journal en musique avec l'opération traditionnelle du mois de novembre dans la métropole lilloise. Le Père Noël est-il un rocker qui, comme chaque année, vous permet d'assister à un concert en échange d'un jouet neuf qui sera ensuite distribué à un enfant de la métropole lilloise. L'opération a démarré mardi soir au Splendide à Lille et se poursuit jusqu'à samedi. Tous les soirs, des concerts sont organisés à Lille et toute la programmation est d'ailleurs disponible sur pernorock.com. À noter que ce soir, la musique électro est à l'honneur au magazine Club de Lille. Explication du concept et présentation des soirées musicales avec Nicolas Benderiter, chargé de communication au festival du Père Noël est un rocker. Pendant tout le festival, l'année dernière, on a récolté plus de 4500 cadeaux. Cette année, on aimerait bien battre des records puisque le festival croît chaque année. Cette année, ce serait bien 5000 cadeaux. Là, pour ce soir, déjà, on est à plus de 1200 cadeaux. Donc voilà, c'est bien parti. C'est important, tout simplement pour promouvoir la culture musicale lilloise, faire profiter les gens de prestations de qualité en termes de musique, tout en les faisant participer à un projet social. Des résidentes de la maison Vauban exposent au musée de la piscine de Roubaix. Ces femmes sont atteintes du syndrome de Korsakoff et souffrent de lésions cérébrales dues à une alcoolisation chronique. Pendant 5 mois, elles ont suivi un atelier encadré par des artistes professionnels. Un travail de longue haleine qui leur permet aujourd'hui de vous présenter fièrement leurs œuvres au musée de la piscine de Roubaix jusqu'à demain soir. Ces femmes ont principalement réalisé des portraits, un exercice qui a plusieurs bienfaits, pouvoir s'exprimer librement, travailler la concentration, l'estime de soi et surtout de pouvoir sortir de la structure de l'hôpital. Médéric Pirker a rencontré une résidente de la maison Vauban. On l'écoute. Ça apaise peut-être les inquiétudes vis-à-vis de la maladie, etc.
Donc c'est une donnée très importante, quoi, l'art. Le fait de peindre, on pénètre dans un autre univers. C'est soi, mais d'une autre façon, quoi. Emmaüs dans la ligne de mire des sans-papiers. Hier, ils ont occupé les locaux de l'association de 11h à 19h. Les manifestants ont fait pression pour obtenir un rendez-vous avec le préfet. Selon les comités des sans-papiers, Emmaüs et d'autres associations ne défendent pas assez les demandeurs d'asile, obéissant de plus en plus aux ordres des préfectures. En cette période électorale, les sans-papiers espèrent par ce type d'action sensibiliser les autorités politiques sur leur sort. Écoutez Kamel, Léo Kadi et Samir, tous les trois sans-papiers, ils ont répondu aux questions de nos journalistes. Pour ces associations à se positionner, est-ce qu'ils sont là pour défendre les sans-papiers ou ils sont avec la politique justement d'aujourd'hui de Sarkozy? C'est une manifestation pacifique, démocratique, pour manifester notre mécontentement pour la situation dans laquelle nous vivons, cette précarité, c'est une précarité morbide. Et nous voulons tout juste nous faire entendre. L'occupation, celle d'aujourd'hui, c'est juste dénoncer le mépris des associations qui sont dans la CODRES, qui ont ignoré le CSP et tous les sans-papiers. Autre titre de l'actualité aujourd'hui, le Conseil communautaire de Lille Métropole se tient cet après-midi. Et hier, jeudi, le groupe d'opposition Métropole Commune Unie, mené par Bernard Gérard, député maire de Marc-en-Barœul, a tenu une conférence de presse pour exposer les thèmes et arguments qu'ils défendront durant le Conseil tout à l'heure. Les conseillers UMP de l'opposition souhaitent ainsi que la LMCU prenne plus de recul dans l'affaire Tricelec. Ils veulent également plus de transparence et d'évaluation face aux sommes d'argent importantes versées aux grandes sociétés mixtes de l'agglomération comme Lille 3000 par exemple. L'UMP souhaite en fait obtenir des précisions et des garanties sur ces sommes et jouer de leur droit de regard en tant qu'élu de l'opposition. Écoutez ainsi les explications de Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart, quant au manque de transparence, selon lui, du Conseil communautaire. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. On nous empêche tout pouvoir de contrôle et d'évaluation à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission des finances est socialiste, il contrôle l'action du gouvernement qui soutient le président de la République, Nicolas Sarkozy. Moi, je suis UMP, je ne peux pas contrôler, je n'ai pas les moyens de contrôler l'action de l'exécutif, puisque Mme Aubry a voulu qu'il y ait une opposition et une majorité. Nous, on lui avait proposé de faire une gestion pluraliste, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, elle l'a refusé. Il faut donc qu'elle accepte l'idée que l'opposition puisse contrôler et évaluer l'action de la majorité. Nouvelle journée d'action contre le plan d'austérité. Les syndicats sont retournés dans la rue pour protester contre les mesures prises par le gouvernement qu'ils jugent injustifiées. Ils se sont rassemblés ce matin devant la caisse primaire d'assurance maladie à Lille avec quelques manifestants pour distribuer des tracts aux passants. Leur slogan, l'austérité en France et en Europe n'est pas la solution à la crise. Pour relancer l'économie, ils proposent de mettre fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, de créer une tranche supplémentaire d'impôts pour les hauts revenus, ainsi que de supprimer les niches fiscales inefficaces. Une autre manifestation à l'appel, cette fois-ci de la CGT, est partie depuis la porte de Paris à Lille pour rejoindre le centre de la capitale des Flandres. Un mouvement peu suivi, ils étaient entre 500 et 700 selon la police, 1000 selon l'organisation syndicale. Médéric Pirker était dans le cortège. Je propose d'écouter les raisons qui les poussent à descendre dans la rue. Aujourd'hui, le slogan de la manifestation, c'est « Ripostons à l'austérité et imposons des exigences sociales ». La période est tellement dure pour les salariés aujourd'hui, les mauvais coups sont tellement forts pour reprendre les acquis, les droits, les conventions collectives, continuer à casser la sécurité sociale dans son ensemble et un certain nombre d'enjeux, qu'on ne peut plus rester sans rien faire. Il y a bien sûr le contexte des présidentielles, mais pour autant, ça ne va pas apporter des réponses et surtout pas de réponse immédiate. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de misère, notamment vers les jeunes et les femmes, de moins en moins d'emplois, les gens choisissent entre se nourrir, se loger, se soigner, et ça devient insupportable. Alerte au monoxyde de carbone. Un homme de 68 ans est décédé mardi chez lui en s'asphyxiant. Sa femme a, elle, été gravement intoxiquée. Face à la recrudescence des cas, l'Agence régionale de santé du Nord met en garde. Avec le retour du froid, les familles ont tendance à se chauffer avec des groupes électrogènes ou des radiateurs mobiles. L'ARS prévient de la dangerosité de ces appareils fonctionnant au butane et au pétrole. L'Agence régionale de santé conseille aux familles de ne pas les utiliser plus de 2 heures par jour ou de vérifier que les pots d'échappement soient dirigés à l'extérieur du domicile. Écoutez ces propos recueillis par Médéric Pirker. Les recommandations, 1. Si vous avez un appareil de chauffage d'appoint, ne pas utiliser plus de 2 heures par jour. C'est ce qu'on utilise, les petits chauffages d'appoint au butane, au propane, qu'on amène chez soi.
2, on aère sa maison, on respecte bien les règles d'utilisation de ces chauffages et pour également tous les problèmes domestiques, on fait bien ramoner sa cheminée, on fait bien réviser sa chaudière régulièrement parce que chaque fois qu'il y a un système de chauffage défectueux, ça cause un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est donc la fin d'un long suspense. Marine Le Pen se lance officiellement dans la campagne. La présidente du Front National a annoncé qu'elle disposait des 500 signatures d'élus nécessaires à se lancer dans la bataille. Une annonce qui intervient à 3 jours seulement du dépôt des signatures au Conseil constitutionnel. Ce matin, Louis Alliot, le vice-président du FN, a accusé l'UMP d'avoir maintenu une pression jusqu'au bout pour empêcher Marine Le Pen de se présenter candidate. À 40 jours du premier tour des élections présidentielles, la campagne va donc s'accélérer. Tout à l'heure, Marine Le Pen a convié la presse dans son fief d'Hénin-Beaumont. Elle y a donné un discours de 11 minutes seulement où elle est revenue sur les thèmes phares de son programme, à savoir la sécurité et l'immigration. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une partie de son discours recueilli par Pierre Beauvillain. Je dis que l'esprit de la France n'est pas mort. J'affirme que la France peut retrouver le chemin de la réussite et de la grandeur. Le peuple retrouver le chemin de la fierté, de la dignité retrouvée et de la liberté. J'appelle les Français à me suivre sur ce chemin, tous les Français, quel que soit leur parcours, leur origine, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas, parce que les Français le méritent, parce que la France le mérite. Vive la République, vive la France! Également à la une de l'actualité ce matin, c'est donc officiel depuis hier. Marine Le Pen a donc bel et bien reçu ses 500 parrainages pour l'élection présidentielle. Elle l'a annoncé hier officiellement depuis son fief électoral d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'Arlésienne du Front National à chaque élection prend donc fin avec cette annonce. Et Marine Le Pen espère maintenant relancer sa campagne sur d'autres thèmes. Entourée hier d'une centaine de militants, elle a tenu, vous le voyez, un mini-meeting à Hénin-Beaumont pour officialiser sa candidature. Un soulagement donc selon elle pour ses sympathisants, mais également pour des millions de Français, dixit le leader du FN. À 40 jours du premier tour, Marine Le Pen accuse encore quelques points de retard dans les sondages sur François Hollande et Nicolas Sarkozy en vue du second tour. Mais elle va maintenant bénéficier, comme les autres, d'un prêt de 4 millions d'euros de l'État pour ses parrainages et pour sa campagne. De quoi relancer la machine frontiste après de 3 semaines du début de la campagne officielle. Notre reporter a suivi hier ce meeting de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Pierre Beauvillain, il a notamment rencontré Steve Briouat. On l'écoute. C'est un énorme soulagement parce qu'on était tous, freinés à cause de ce problème de parrainage, parce que tout l'appareil du Front National, les cadres, les militants, les élus étaient mobilisés uniquement pour récupérer 500 parrainages. Donc on n'a pas pu faire campagne jusqu'à présent. Et bien aujourd'hui, maintenant que ces parrainages vont être déposés, et bien nous allons pouvoir aller sur le terrain et puis confronter nos idées avec ceux de Sarkozy ou de Hollande. Politique à présent, à 19 jours du premier tour des élections présidentielles, les partis mobilisent leurs troupes. Exemple dans les rues de Lille-Fives où le PS a tenu une après-midi de tractage. François Hollande sera à Lille la veille du premier tour, soit le 17 avril prochain, pour son meeting. L'idée est donc de rassembler les foules et de tenir informés les habitants sur les enjeux de ces élections, sans oublier qu'en juin prochain, il y aura les élections législatives. Audrey Linkenheld, la candidate PS aux élections législatives pour la 2e circonscription du Nord, a donc fait du porte-à-porte pour rencontrer les électeurs. Médéric Pirker l'a suivi dans son parcours. L'objectif principal de notre porte-à-porte, c'est d'inviter l'ensemble des Lillois et aussi des habitants de la 2e circonscription au grand rassemblement que nous faisons avec François Hollande et Martine Aubry à Lille, Grand Palais le 17 avril, parce que même si nous sommes les médiateurs de François Hollande dans cette campagne, il est quand même celui qui arrivera en direct le mieux à convaincre les électeurs. Et donc l'idée, c'est que ceux qui ont envie de l'entendre lui-même puissent venir à Lille le 17 avril, puisque l'entrée est bien sûr libre et gratuite. En ce lundi 19 mars, c'est aujourd'hui le début de la campagne officielle pour les élections présidentielles. Presque un mois avant le premier tour, les candidats ont déposé vendredi leur signature au Conseil constitutionnel et sont désormais tous connus. Vendredi, nous avons suivi juste avant cela l'équipe locale du Modem à Tourcoing dans une opération de tractage. Après plusieurs réunions la semaine dernière pour préparer les actions de campagne, l'heure est maintenant aux opérations sur le terrain pour évoquer et présenter le programme de François Bayrou aux habitants. Ce genre de tractage se produira quasiment tous les jours jusqu'au premier tour. Le but, c'est d'aller à la rencontre de la population pour informer sur le programme du Modem et faire de François Bayrou un candidat capable d'être présent au second tour.
nombreux. Nos reporters David Rivière et Médéric Pirquet ont suivi les militants du MoDem sur le terrain et notamment son responsable tourquenois Frédéric Lefebvre. Cette campagne, pour nous, elle commence juste. Il y a évidemment une déception parce que nous pensons que les vrais sujets développés ne sont pas les bons. Nous, on voudrait parler d'emploi, nous voudrions parler de la production, de l'instruction, de l'école, et on voit bien que Nicolas Sarkozy ou le Parti socialiste se livrent une guéguerre loin des préoccupations des Français. Alors que les élections présidentielles se rapprochent de plus en plus, la ville de Tourcoing lance une grande campagne de sensibilisation. Objectif, éviter une montée du taux d'abstention qui a déjà battu un record lors des dernières élections cantonales avec près de 75%. Depuis 5 ans, 5000 jeunes manquent à l'appel sur les listes. La ville veut donc les motiver à s'exprimer le jour J. Pour cela, il faut s'inscrire avant le 31 décembre. Pour les sensibiliser à faire leur devoir de citoyen, des tracts sont distribués, des affiches sont collectées dans les bâtiments sont collés dans les bâtiments municipaux et un flash mob se tiendra également au mois de décembre. La campagne en fait, a été organisée en 2 temps. Jusqu'au 31 décembre, une grosse campagne pour inciter les concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales ou à se mettre à jour de la liste électorale. Ensuite, le deuxième temps va s'engager autour de la mobilisation. Être inscrit, c'est bien, mais encore faut-il venir jusqu'à l'urne pour déposer son bulletin de vote. Donc là, il y aura une deuxième phase de campagne qui va être travaillée plutôt sur les objectifs, pourquoi motiver le public à venir voter. Être inscrit, c'est bien, il faut venir voter maintenant. Sur Grand Lille TV, dans cette édition, on part maintenant à Bondy du côté du musée de la Résistance qui propose pendant les 6 prochains mois jusqu'au 15 avril une exposition exceptionnelle sur la résistance dans les camps de déportation avec des archives uniques et inédites comme le journal d'un déporté écrit sur du papier toilette. Comme chaque année, le musée visera principalement les enfants puisque 50% des visites du musée sont faites pour des scolaires. Ainsi, l'exposition de l'année dernière a été vue par 4000 enfants des écoles voisines et cela devrait encore être le cas cette année. L'entrée, c'est 5 € par personne et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour rappel, l'expo est donc à voir à Bondy jusqu'au 15 avril. Présentation avec Claire Gretel, chargée de conservation et d'animation au musée. La résistance dans les camps est un aspect peu connu. On parle souvent de la vie quotidienne dans les camps de concentration, du retour de ces déportés, mais il faut savoir que rester humain, garder son humanité est important pour ces déportés. Le but, c'est survivre grâce à des petits moyens comme donner de la nourriture à un camarade, garder son identité, fêter des fêtes nationales ou religieuses, garder la foi, mais en même temps essayer de se battre physiquement, comme saboter des pièces d'artillerie, comme essayer de s'évader de ces camps et participer néanmoins à la libération, aussi en mai 45. Sur Envie culinaire, qui a lieu donc pendant 4 jours à partir d'aujourd'hui, on retrouve une centaine d'exposants et puis autour de ces exposants, des ateliers de cuisine ont lieu en non-stop toute la journée pendant 4 jours et également d'autres animations comme le championnat de cuisiniers amateurs qui aura lieu samedi et dimanche et encore jusqu'à demain, aujourd'hui et demain, le championnat mondial pour la présélection du meilleur pizzaiolo français. Les Français raffolent de la cuisine, c'est vraiment une tendance, la cuisine est à la mode depuis de nombreuses années maintenant. Comme en témoigne le nombre d'émissions télé, le nombre de livres que nous trouvons dans les commerces, de magazines également. Les célébrités autour de la cuisine sont très connues depuis quelque temps. Dans le reste de l'actualité, attention sur les routes. Actuellement, les contrôles de police s'accentuent en cette fin d'année, notamment pour finir 2011 sur de bons chiffres. Car depuis quelques mois, on a relevé une hausse du nombre de blessés et de tués sur les routes de la région. Médéric Pirquet a ainsi suivi une brigade motorisée la semaine dernière. Car ces derniers temps, l'accent est mis sur les 2 roues, notamment particulièrement touchés par ces mauvais chiffres de la sécurité routière. Et avec les températures qui ne vont pas manquer de devenir bien fraîches, cette semaine du verglas pourrait être présent localement, surtout très tôt le matin. Soyez donc prudents sur la route, ralentissez, respectez bien les distances de sécurité et faites bien entretenir votre véhicule. Voici quelques consignes de sécurité évidentes mais parfois négligées. Explication complémentaire avec ces contrôles et le lieutenant Ledoux des CRS de Tourcoing.
Traditionnellement, nous intensifions nos contrôles au moment des périodes des vacances scolaires et des périodes de fête. Nous serons extrêmement présents sur le bord des routes, notamment pour lutter contre les conduites addictives, l'alcool au volant, les stupéfiants au volant. Quand le sport dépasse le handicap, cela donne de belles leçons de vie. Les étudiants de la faculté Lille 2 l'ont prouvé aujourd'hui en se mobilisant pour la 5e édition de Swing ton handicap. Le golf du Sar à Villeneuve d'Ascq a accueilli cet après-midi des enfants valides et non valides. Ils ont appris à se connaître sur le green. L'idée est de sensibiliser et changer le regard des enfants valides sur les situations de handicap. En une après-midi, certains ont tissé des liens comme quoi les échanges aident à franchir tous les obstacles. Les nouveautés de cette année nous sont données au micro de Médéric Pirker. Chaque année, ça augmente, on accueille plus de scolaires. Alors la nouveauté cette année, c'est qu'on accueille des enfants de CLIS et certains qui ont également un handicap mental, alors qu'avant on accueillait essentiellement des enfants qui présentaient un handicap physique. L'autre évolution, c'est que nous accueillons également depuis 2 ans l'équipe de France Handi-Golf, donc avec un niveau sportif qui s'améliore. Et la troisième évolution, c'est que nous avons de plus en plus de partenaires qui nous soutiennent. Et si vous venez de vous réveiller, si vous devez partir au travail ce matin, une question forcément. Qu'en est-il de la grève ce matin du côté de Transpol? Eh bien, le mouvement social est terminé. Syndicats et direction sont finalement parvenus à un accord hier soir vers 22 h après 3 heures de négociations et surtout après une journée de paralysie sur le réseau lillois. Pour info, l'accord porte sur une hausse des salaires de 2,3% contre 3% demandés à l'origine par les syndicats, mais aussi une hausse de la prime de mai qui passe de 850 à 950 €. Hier soir, les syndicats s'estimaient ainsi satisfaits des efforts consentis et des négociations et ont appelé à la reprise du travail. Les tramways et métros circulent donc normalement depuis ce matin, mais pour des raisons techniques, le trafic ne reprendra que progressivement. Pour les bus, ça ira normalement mieux d'ici quelques minutes. L'essentiel pour les usagers est de savoir que la grève est donc terminée après une véritable journée de galère hier dans l'agglomération. Pour rappel, aucun bus ni tramway n'ont circulé. La ligne 2 du métro était également à l'arrêt et seule la ligne 1 fonctionnait normalement. Ce matin, le trafic est d'ores et déjà revenu à la normale sur l'ensemble du réseau. Une bonne nouvelle donc ce matin pour tous les usagers. Pour éviter les bouchons en sortie de la gare Lillois, on en parlait dans les titres, un dépose-minute à barrière a été installé, ouvert sur le pont Kharkov, juste à côté du métro. La barrière se lève après délivrance d'un ticket. Le stationnement est payant au-delà de 20 minutes. Ce nouveau système propose 30 places. Il devrait permettre le désengorgement à la sortie de cette gare. Un système similaire est actuellement à l'étude pour la gare Lille-Flandre. Écoutez ces propos recueillis par Macha Grunessen. On espère effectivement lutter ainsi contre l'incivisme. C'est dommage d'en arriver à des dispositifs toujours plus contraignants, mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gares qui fonctionnent sur ce principe-là avec satisfaction. Donc on espère effectivement que ça améliorera sensiblement les conditions d'accès à l'île Europe. En ce mardi matin, on revient à présent sur l'inauguration vendredi dernier à l'île Fives par Martine Aubry de l'ancienne friche Organium réhabilitée en logement. Un programme qui s'inscrit dans le vaste cadre du grand projet de renouvellement urbain. 80 logements mêlant locatif social et accession aidée à la propriété ont été construits ici et il y en aura bientôt 110. Selon Martine Aubry, plus de 1000 logements vont naître à Fives jusqu'à la fin de son mandat. Le but du projet, c'est bien sûr de redonner de l'élan au quartier de Fives en recyclant le tissu urbain notamment et en recomposant les espaces publics et privés de manière plus lisible et plus attractive. Écoutez les explications complémentaires de Martine Aubry à ce sujet. Elle est au micro de Macha Grunessen et s'estime pleinement satisfaite de ce projet. Déjà 80 logements, il y en aura 110 au total, de grande taille pour beaucoup et qui sont à la fois du logement social et en même temps de l'accession sociale à la propriété. Il y a aujourd'hui plus de 50 familles qui ont acheté pour le prix d'un loyer une maison pour la plupart avec jardin, garage qui sera leur propriété. Donc je crois que c'est très important pour nous que les classes populaires, que les classes moyennes puissent effectivement être propriétaires dans la ville. Un an après l'installation de caméras dans les rues de Marcq-en-Barœul, le maire Bernard Gérard présentait hier le bilan de cette vidéosurveillance, chiffres à l'appui. Car selon le maire, depuis un an, la délinquance a baissé de 12,58% en moyenne dans la ville. L'ensemble des quartiers et tous les types de délinquance sont concernés par cette baisse. Du coup, Bernard Gérard se félicite de ces chiffres et a annoncé hier son intention d'installer 50 caméras supplémentaires prochainement, et ce pour couvrir l'ensemble du territoire de la ville. Mais pour le maire, ces caméras ne sont qu'un outil et ne peuvent être la solution ultime. C'est pourquoi il souhaite encore renforcer la présence humaine sur le terrain, comme il l'a confié au micro de Médéric Pirker. On écoute le député maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard.
Dans un monde moderne, il faut avoir l'intelligence d'utiliser les moyens modernes qui sont mis à notre disposition pour aider la police. La police, à un moment donné, elle s'est déplacée en voiture et non plus avec des vélos. Il y a un moment donné où il y a des caméras qui peuvent aider la police. Les caméras sont un outil, elles ne sont pas toute la solution du problème. La présence humaine est également extrêmement importante. J'y attache une très grande importance, notamment à la formation du personnel et puis également à la discussion avec les autres partenaires de la ville. Du sport à présent avec du volley, un tournoi européen de qualification pour les Jeux Olympiques de 2012 s'ouvre demain à Tourcoing. L'équipe de France va tenter sa chance, mais attention, la concurrence est rude. Pour son premier match, elle sera opposée à la Grèce. Il faudra aussi se méfier de l'Allemagne et de la République tchèque qui sont des adversaires redoutables. Médéric Pirker était sur place pour Grand Lille TV. Il a rencontré l'entraîneur des Bleus, Philippe Blin, nous parle de ces joueurs qui sont déterminés à gagner. Ils sont déterminés, ils veulent cette qualification olympique, même si on ne va pas la gagner ici, mais à partir de maintenant, il faut gagner tous les tournois auxquels on participe. Donc c'est vrai qu'on se prépare pour ça, donc pour essayer d'aller battre des équipes comme l'Allemagne ou la République tchèque, ce qui ne sera pas des choses faciles, sans parler de la Grèce et de la Belgique qu'on risque de retrouver. Donc voilà, un gros objectif ambitieux, pas facile à réaliser, mais pour ça il faut être déterminé, je crois que le groupe il l'est.